Liana, je vais vous parler de cette affaire que vous connaissez, pas pour répéter ce qui a déjà été dit, hein, il y a des centaines de vidéos qui circulent depuis des jours. Je sais que je suis juste une petite voix parmi des millions, mais je rajoute mon grain de sable avec les autres et comme les autres. Alors déjà, je vais rappeler rapidement les faits. Liana, 11 ans, disparue le 29 mai à Fleurance, dans le Gers. Son corps a été retrouvé le 4 juin, confirmation de l'ADN le 5 juin. Le suspect, le père d'une amie de sa fille, était déjà visé par une plainte pour viol sur mineur en 2022. Classé sans suite en 2024. Une autre plainte déposée en août 2025, il n'avait toujours pas été entendu. Il travaillait dans des établissements scolaires. Il était libre. Notre cher président a parlé de dysfonctionnement inacceptable. Darmanin a présenté ses excuses pour un énorme échec. 60 000 personnes dans la rue lundi dernier, le 8 juin, et bien sûr tous ceux qui n'y étaient pas, mais qui soutenaient quand même. Et 70 000 plaintes pour violence sur enfants en attente, là, dans les tiroirs. 70 000. Les chiffres maintenant. Alors, pas ceux d'aujourd'hui, hein, ceux d'avant. En 2024, seuls 6% des victimes de viol déposent plainte. En 2023, 70% des plaintes pour viol sont classées sans suite. Sur l'ensemble des violences sexuelles, 94% des plaintes sont classées sans suite. 94%. Alors c'est fou parce que les chiffres changent tout le temps et ce ne sont pas toujours ceux qui sont rapportés par les professionnels proches des victimes. Bizarrement, là, les chiffres sont encore plus catastrophiques. Et parmi les pays européens, avec le taux de classement sans suite le plus élevé. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Conseil de l'Europe dans son rapport 2025. En avril 2025, donc un an avant Liana, la Cour européenne des droits de l'homme avait condamné la France pour manquement dans le traitement judiciaire des violences sur mineurs. Un an avant, hein, ces chiffres étaient là avant Liana. Et ils seront là après. Alors, sauf si quelque chose change vraiment. Alors, quand notre cher président dit qu'il est surpris, j'ai un petit peu de mal à y croire. Je pense que vous aussi d'ailleurs, non? Alors maintenant, je vais vous parler de quelque chose d'encore plus inconfortable. Ceux qui savaient, je ne parle pas du système en général, hein, je parle des gens, les personnes concrètes. Ceux qui ont vu un comportement un petit peu étrange et qui se sont dit « Ah, c'est pas mon problème ». Ceux qui ont entendu une rumeur et qui ont choisi de ne pas creuser. Ceux qui avaient des doutes et qui ont préféré le confort du silence. Se taire quand on sait, c'est choisir un camp. C'est pas de la neutralité, hein, c'est pas de la prudence, hein, c'est une forme de complicité. Alors, je vais quand même faire une distinction importante. Il y a ceux qui savent et qui protègent consciemment, on va dire, et puis il y a celles, parce que c'est souvent des mamans, qui n'ont pas vu. Pas parce qu'elles s'en moquaient, mais parce que certaines choses sont tellement impensables qu'on ne peut pas en fait les laisser rentrer dans notre espace de la conscience. Et puis qu'on ne nous a pas appris que les monstres, c'était des gens normaux, gentils même parfois. Parce que remettre en question quelqu'un qu'on connaît ou quelqu'un de très proche, c'est aussi remettre en question une partie de sa vie. Donc c'est pas la même chose, hein. Ces personnes-là, je n'en parle pas. Moi, je parle des complices conscients. Et puis, je vais aussi parler à celles, à ceux, parce qu'il y en a aussi qui ont subi. Toi, qui as vécu quelque chose dans ton enfance, dans une relation, dans ton corps. Toi qui t'es dit que c'était pas si grave, que tu avais peut-être mal compris, que ça servait à rien de parler, avec peut-être la peur de ne pas être cru. Elle est légitime, les chiffres le prouvent, et j'en parle dans d'autres vidéos d'ailleurs. La peur de faire du mal à quelqu'un si tu te trompes,
Ça, on te l'a mise dans ta tête depuis l'enfance. Et puis parfois, juste la peur de la grandeur de ce que tu es en train de nommer, parce que mettre des mots dessus, c'est rendre réel quelque chose qu'on préférerait effacer de notre mémoire. Je comprends tout ça. Mais ton silence ne te protège pas. Il protège la personne qui t'a fait du mal. Aux parents maintenant. Ton enfant, il dit quelque chose. Un détail, une phrase qui peut sembler sortir de nulle part. Je sais pas moi, il peut ne plus avoir envie d'aller chez quelqu'un, il peut rentrer différemment, il se referme. Écoute ça. Ne minimise pas pour te rassurer quelque part toi. Selon l'âge, selon le contexte. Ils parlent rarement, en tout cas directement. Ils testent, ils peuvent lâcher un mot, ils regardent ta réaction avant d'aller plus loin. Et si tu balais trop vite, ils se taisent et ça peut être pour de bon. Alors déjà, crois-le. Tu peux essayer de creuser, mais doucement, il y a des professionnels qui sont là pour ça. Et si quelque chose te semble anormal, parle à un proche, à un médecin, à l'école, au 119. C'est pas pour détruire quelqu'un sur une intuition, c'est pour protéger ton enfant sur une intuition. C'est pas du tout la même chose. Alors on nous parle de dysfonctionnement. Mais un dysfonctionnement, c'est quelque chose qui marche mal par accident. Pas quelque chose qui dure depuis des dizaines et des dizaines d'années. Pas quelque chose qui résiste à toutes les condamnations européennes. Pas quelque chose qui survit à toutes les mobilisations, tous les rapports, tous les chiffres accablants. Quand quelque chose ne change pas malgré tout ça. Je crois que la vraie question, c'est pas pourquoi ça ne change pas. Je crois que la vraie question, c'est à qui ça profite que rien ne change. Parce que des systèmes qui protègent les agresseurs au lieu des victimes, ça ne s'installe pas seul. Ça se construit, ça se maintient, ça sert des intérêts. Je dis pas que tous ceux qui participent à ce système le font consciemment. Il y a beaucoup qui appliquent des règles sans en questionner les effets. Mais les effets sont là, documentés, condamnés. Et pourtant, rien ne change. Et on est de plus en plus nombreux à regarder dans cette direction. Le pouvoir, il ne fonctionne que si on ne voit pas comment il s'exerce. Que si on a peur, que si on se croit seul, que si on pense que rien ne changera jamais. Et ça, c'est vrai partout. C'est vrai dans une relation qui abîme, c'est vrai dans un système qui écrase. C'est exactement la même mécanique à des échelles différentes. Le contrôle ne fonctionne tant qu'on ne le voit pas. Le jour où on voit, il y a quelque chose qui bascule. Et de plus en plus de personnes voient. Et c'est exactement pour ça que je me lève chaque matin. Pour que chaque personne qui me lit, qui m'écoute, chaque femme que j'accompagne, puisse comprendre, apprendre que reprendre son pouvoir dans sa vie, dans ses relations, dans son choix, dans son discernement, sans dépendre de qui que ce soit, y compris de ce système, c'est pas anodin. C'est un acte de résistance. Chaque personne qui refuse d'être sous emprise, c'est une personne de moins sous contrôle. J'ai choisi mon camp, celui des enfants qu'on n'a pas protégés, celui des femmes, des hommes aussi qu'on n'a pas cru, celui des personnes qui parlent malgré la peur. Et ce silence, il ne pourra pas tenir éternellement, parce qu'on sera là, jusqu'au bout. On ne lâchera pas. Et le rideau, il est déjà en train de tomber.